Aujourd'hui, je vais parler de 3 concepts de construction de vélos qui, à mon humble avis, ne devraient pas perdurer dans les prochaines générations de vélos tout-terrain de cross-country. Je sais que je vais donner quelques avis un peu tranchants et bien sûr, vous avez le droit de laisser votre commentaire ici en bas, que vous soyez d'accord avec moi ou non. Mais j'aimerais faire une mise en garde importante avant toute chose. Et c'est que toutes les opinions ou critiques constructives que je vais donner ne s'adressent à aucune marque en particulier, mais visent à donner mon avis sur le concept de construction ou la tendance qui s'est développée ces dernières années dans le cross-country en vélo tout-terrain. Ceci étant dit, j'en viens au fait. Le premier point par lequel je vais commencer concerne l'exclusivité de la fabrication de vélos pour le cross-country. En 120 mm, en oubliant et en laissant complètement de côté les 100 ou 110 mm. Enfin, pendant toutes ces années, je ne sais pas. Depuis la sortie de la nouvelle Scotspark, il s'est écoulé environ 3 ans. LH a été la précurseur, c'est la première marque qui a lancé ce concept d'avoir dans le catalogue uniquement un vélo de 120 mm pour le cross-country. Bien sûr, ensuite sont venus Goss, Mondrakel, Orbea et beaucoup d'autres marques internationales. Récemment, Canon a lancé le nouveau Scalpel, également en version 121 mm. Et moi ? Tous ces nouveaux vélos qui sont sortis sur le marché, nous devons être d'accord sur un point. Ils sont meilleurs que la génération précédente. Globalement, il n'y a aucun doute là-dessus, ce sont des vélos meilleurs que la génération précédente qui avait été conçus pour les 100 mm. Cependant, il y a 2 points sur lesquels cette nouvelle génération spécifique de 120 a complètement continué à perdre. Tout d'abord, le poids est un facteur important. En général, ces vélos sont plus lourds. C'est normal. On ne peut pas avoir plus de débattement, des cadres plus rigides et plus renforcés, etc., etc., des roues data plus larges, des pneus plus gros, sans avoir une augmentation de poids. C'est un aspect dans lequel elles perdent par rapport à la génération précédente. Et l'autre ? Je peux vous assurer que tous ces nouveaux vélos que j'ai essayés perdent dans la bataille face aux modèles précédents. Dans les virages serrés, dans les virages très lents, dans ce que nous appelons le slalom, sur des parcours très sinueux, ce qui d'ailleurs est logique. En augmentant l'empattement et le débattement des suspensions, le reach est également modifié en raison des changements de géométrie. Au final, ce sont des vélos qui vont très vite en ligne droite, absorbant tous les types d'obstacles, mais qui ont beaucoup plus de mal dans le slalom. Cela dit, je considère qu'il y a beaucoup de types de public dans le cross-country. Et l'argument que donnent la plupart de ces marques, au moment de ne vendre que le modèle de 120, je n'accepte pas qu'on me dise non. Les circuits de la Coupe du Monde deviennent de plus en plus techniques, mais seuls 100 professionnels y participent. Qu'en est-il des autres skieurs ? C'est possible que nous ne roulions pas sur un circuit de la Coupe du Monde si on l'aborde d'un point de vue commercial. C'est l'occasion pour les marques d'investir dans le développement d'un seul produit, d'un seul cadre. Et dit-on, par conséquent, de réduire les coûts au maximum, d'augmenter les bénéfices. Je pense que c'est vraiment ce qui se cache derrière ce type de stratégie de la part des marques. Cependant, il y a d'autres marques qui ont constaté qu'il existe différents publics dans le secteur et qu'il était toujours possible de miser sur des parcours plus courts. Nous avons par exemple l'option de Trek qui s'est positionnée à un point intermédiaire, en essayant de concevoir le concept super calibre au niveau de la géométrie, mais en gardant 110 mm de débattement à l'avant, l'Isostra à l'arrière, en essayant de rendre le vélo moderne, mais qu'il perde le moins possible en maniabilité sur sa super calibre. Ensuite, nous avons une autre marque comme BH, qui a développé la nouvelle Lynx Race entièrement autour des 121 mm. Commercialement, il t'offre toujours la possibilité de l'acheter avec 100 mm de débattement. De plus, ils préparent quelque chose qu'ils nous présenteront probablement bientôt. Et puis, il y a Specialized, qui pour moi est l'approche totale de ce type de concept, c'est-à-dire créer directement 2 vélos différents. Nous avons l'Epic World Cup, avec un système d'amortissement et des débattements plus courts. 110, je crois que c'était 85 mm à l'arrière, donc un concept. Et ensuite, ils ont l'Epic 8, qui est entre 120 et 130, qui est un monopivot. Il n'a plus le brain et c'est une autre histoire que tu peux même voir dans ses premières Coupes du Monde. Comme il y a des coureurs qui choisissent un autre vélo différent, et ils sont ensemble dans une position devant ou derrière. C'est fascinant. Si j'avais une marque de vélo et les moyens, j'aurais fait pareil. Créer 2 vélos différents. Mais bon, Specialized a décidé de dépenser de l'argent pour développer 2 vélos différents.
Et d'ici, j'applaudis cette façon de faire, et j'aimerais beaucoup que, dans le futur, les nouvelles générations de vélos tout-terrain, les nouvelles marques, aillent dans cette direction. Et cela dit, passons au deuxième point, que j'aimerais ne pas voir apparaître dans les prochaines générations de vélos tout-terrain, qui concerne le câblage interne redirigé à travers le tube de direction. Je pense que c'est un concept qui a bien sûr sa place dans le monde de la route, voire même dans le monde du gravel. Je l'avoue, c'est très attrayant esthétiquement quand les câbles sont bien rangés et passent directement par le tube de direction. Mais dans l'univers du vélo tout-terrain, la praticité doit primer. C'est un univers où nous poussons les machines à l'extrême, dans des conditions météorologiques difficiles, où nous avons besoin de faire beaucoup de changements tout au long de l'année. De composants, d'ajuster la pression, le liquide, les freins, de changer les tiges de sel, de remplacer les câbles qui passent à l'intérieur. Et c'est vrai qu'il y a des marques qui ont appliqué ce type de système, qui ont réussi à proposer des solutions très adaptées, mais il y en a beaucoup d'autres qui commettent constamment des erreurs. Ça ne fonctionne pas bien, les câbles font du bruit, ils sont tendus et ils finissent par être pincés à cause du mouvement du guidon à l'intérieur du tube de direction. Il y a trop de problèmes pour une catégorie, une discipline comme le vélo tout-terrain où je pense que la praticité devrait primer. En plus, même si le système est bien conçu en termes d'heures d'entretien, disons en coût d'heures de maintenance et tout ça, on finira toujours par payer plus. Comparé à un système plus simple, comme pourrait l'être l'entrée des câbles par le côté du tube de direction, quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Moi, dans ce cas, j'ai 2 vélos, chacun avec un système différent. Et c'est très clair pour moi que la prochaine fois que j'en achèterai un, je vais essayer de privilégier, si le marché me le permet, l'entrée des câbles par le côté du tube de direction. Dans ce sens, Trek a été courageux avec le lancement de la nouvelle Super Caliber l'été dernier, en maintenant sa position. Il ne s'est pas laissé emporter, disons, par la tendance, et il a gardé l'entrée des câbles sur le côté du tube de direction. Et je pense que le vélo tout-terrain doit aller dans cette direction, il doit arrêter de se compliquer la vie. Dans d'autres domaines, comme la route par exemple, combien de fois change-t-on, ouvre-t-on un guidon, une potence sur route ? Très rarement, une fois que tu as le vélo réglé, c'est pareil. Ça fait 5 ans sans y toucher, donc je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui apporte grand-chose à part les photos et l'esthétique. Et enfin, et ce point est important pour moi, parce que c'est quelque chose que je voyais différemment jusqu'à récemment. Mais mon opinion a changé, complètement. Cela concerne le blocage du guidon, pour éviter que le guidon, disons, ne vienne heurter le tube supérieur du cadre avec les leviers de frein ou de changement de vitesse et qu'il puisse être endommagé. J'ai changé d'avis car j'ai vu le fonctionnement de ce système. Parmi les premiers vélos que j'ai vus, je pense qu'il y avait le Canyon Exceed et le Canyon Lox. Avec ce système de blocage qui passait à l'extérieur, qui était esthétiquement horrible, qui ne fonctionnait pas toujours très bien dans de nombreux cas, mais c'était comme le germe originel de ce qui devait arriver. Donc je l'ai vu dès le premier instant. Et d'un autre côté, j'ai aussi souffert du problème des rayures sur le tube supérieur. Je me rappelle d'une chute à Costa Blanca avec mon ancienne Canon du scalpel, la roue avant s'est détachée. Énorme rayure. Le carbone et la peinture sont des éléments qui ne plaisent pas du tout. Et donc chaque fois que des solutions plus intégrées pour ce blocage du guidon sont apparues sur le marché, déjà intégrées dans la potence, je les ai trouvées intéressantes. Lorsque la dernière Trek Super Caliber est sortie sans en être équipée, je l'ai critiquée, considérant cela comme un point négatif. Un vélo de ce calibre devrait déjà être au niveau des concurrents et avoir ce blocage sur le guidon. Eh bien, mon avis a changé ces derniers mois et une fois de plus, je plaide en faveur de la praticité. Encore une fois, je pense qu'il y a des marques qui arrivent à faire fonctionner très bien ce système et d'autres pas autant. Mais en général, cela complique tout le sujet des jeux de direction, qui doivent aussi maintenant intégrer la question des câbles, par le milieu, dans la plupart des cas. D'un autre côté, cela augmente aussi le poids. Si on veut réduire le poids de ces bêtes de 120 kg, il faut commencer à enlever des éléments. Des détails qui peuvent être résolus avec d'autres solutions plus économiques et qui, esthétiquement, sont pratiquement imperceptibles. Mettre un protège en plastique transparent sur la barre supérieure du cadre n'augmente pratiquement pas le poids, c'est 3 grammes, ça n'a pratiquement aucun coût et esthétiquement, ça ne gêne pas. Voici les pistes à suivre selon moi. Il existe de nombreuses autres solutions, comme des protections anti-choc en plastique ou en caoutchouc. Certains sont plus visibles et nuisent davantage à l'esthétique.
Mais au final, je pense que ce sont des solutions bien plus pratiques, de manière générale, que de devoir développer tout un système de blocage à l'intérieur du guidon. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous? Moi, je privilégie la praticité, le coût réduit au moment d'implémenter les choses. Et aussi pour que les vélos soient faciles à manipuler dans un atelier et qu'ils ne nous demandent pas des heures et des heures et des heures d'entretien supplémentaires, comparé aux autres modèles et solutions qui existaient déjà sur le marché. Pour conclure, j'aimerais connaître votre avis sur ce sujet. Qu'en pensez-vous? Et si vous pensez aussi qu'il y a d'autres tendances mais qui sont apparues récemment et qui, selon vous, devraient en disparaître. Rendez-vous dans les prochaines vidéos. Soyez heureux. Au revoir.